à Ivo. Je venais de rentrer au CP, dans notre école pseudo-libérale. Petite je sais tout, plutôt vive, qui adorait son père plus que tout, lequel avait fière allure et travaillait pour une maison d'édition de gauche, où il était encore très apprécié. Nous vivions à Hambourg, à Eimsbüttel, un quartier où l'on ne faisait pas étalage de sa richesse, et où l'on conduisait des Volkswagen bleu marine, même si l'on rêvait de cabriolets rouges, qu'on aurait du reste fort bien pu se payer. La maison appartenait à ma mère. Elle continua de lui appartenir après son divorce d'avec mon père, mais mère l'a lui laissa, à lui qui aurait été obligé de payer toute sa vie pour que la maison lui revînt. Une maison magnifique, ancienne, avec des fioritures romantiques sur la façade, qui avait survécu sans dommage à la Seconde Guerre mondiale. Ma sœur, qui avait 4 ans de plus que moi et était déjà au collège, était différente de moi. C'était une fille à maman, très consciencieuse et disciplinée, un peu pimpette et gâtée, qui prenait des leçons d'équitation, d'orgue et de danse classique. L'emmener à ces leçons faisait partie des attributions de mère, qui travaillait alors encore en indépendante pour un groupe chimique relativement inoffensif et avait donc suffisamment de temps pour aller parfois à des manifs contre les expérimentations animales et le capitalisme, pour l'amour de mon père et de ses opinions de gauche. Ce qui, après coup, la mettait toujours mal à l'aise. Parce que mère était la fille de médecins fortunés et très en vue qui donnaient des concerts de chambre chez eux le week-end et passaient les vacances d'été sur l'île de Zult. Afin de s'émanciper de ses parents, elle tomba amoureuse de notre père, libre penseur, étudiant en sciences politiques et en sociologie, qui rédigeait des pamphlets et se voulait communiste, alors qu'en réalité il était loin d'être aussi follement radical et communiste qu'il l'eût voulu. Bref, moi pendue à mon père, j'étais la petite socialiste en bottes de caoutchouc que père m'avait rapporté de Prague. Et Lénie, la fille de médecin à qui mère avait offert un poney baptisé Willow. 20 ans où les illusions parentales se retrouvèrent par terre. Les efforts d'émancipation de ma mère cédèrent à la bourgeoisie, et père, sacrifiant sa carrière socialiste à celle de son phallus, ne passa même plus comme prévu ses vacances d'été dans un squat en Italie. Mère avait cessé de manifester par politesse et trouvé goût à l'argent. Elle se mit à grimper les échelons jusqu'à se hisser au grade de chef de service, proclamant soudain qu'on ne pouvait pas échapper à ses origines, surtout quand les siennes présentaient d'incontestables avantages par rapport à celles de son mari, qui, orphelin de père, avait pour mère une comédienne ratée, dont le sang était un mélange d'Est et d'Ouest, et qui avait une tante d'une telle excentricité et à la réputation tellement sulfureuse qu'elle faisait presque partie des curiosités du lieu où elle habitait. Père, que j'idolâtrais et avec qui je restais souvent jusque tard dans la nuit, travaillait pour une maison spécialisée dans une littérature underground de gauche, peu lucrative. Il corrigeait, nouait des contacts, voyageait à droite, à gauche et écrivait. Je venais de rentrer en primaire et il m'emmenait partout avec lui. Après l'école, comme il ne travaillait pas loin, il passait me chercher en bicyclette et nous nous rendions à son bureau, après quoi nous restions jusque tard, le soir ensemble, chez des amis ou dans des bars, plongés dans des débats politiques très chauds et arrosés de bière très fraîche. Cela resserra le lien car il fallait mentir à mère. En effet, elle ne devait pas savoir qu'à 6 ans, j'avais déjà fait de la mobilette, bu de la bière et chanté des chansons d'adultes évoquant l'amour charnel. Je vivais dans le monde de père et j'aimais ça. Mais ce monde avait déjà commencé à se fissurer. Il arrivait de plus en plus souvent que mère vienne dans notre chambre après une dispute, le visage rougi et les yeux gonflés, pour y dormir. Le monde avait commencé à se scinder en 2 camps. Par peur de Willow et de la danse classique, je demeurais fidèle aux bars enfumés de père, à ses maisons d'édition d'arrière-cour et à ses bruyants compagnons. C'est à cette époque que j'ai compris pour la première fois qu'un être peut se briser comme de la porcelaine.
Cela commença après les vacances d'été que nous avions passées en Italie, à lutter pour sauver les derniers vestiges de bonheur familial. Ce fut par un jour d'automne encore doux que Père m'emmena pour la première fois chez elle. Elle habitait une petite maison avec jardin au-dessus du port de Hambourg, du côté des embarcadères où mouillent les grands navires musées, et où commence une longue promenade, toujours vantée, avec une rangée de petites baraques de poissonniers, de touristes perdus et des couples enlacés, toujours baignés dans les effluves salés de la mer et les sirènes des cargos. À mi-chemin, l'étroite pente qui de l'autre côté menait vers le quartier chaud et sa ribambelle de snacks et de café, se trouvait la maison, avec son petit jardin clos, ses framboisiers sauvages et ses rocking chairs colorés qui à chaque coup de vent grinçaient et gémissaient sous l'œil vigilant d'un énorme chien noir. Il me la présenta. Une collègue, dit-il, et elle m'offrit un bonbon. Je m'en souviens encore, une pastille au citron. Ils me laissèrent un moment seul avec le chien, et j'explorais avec lui les environs. C'était une après-midi ensoleillée, ça sentait l'eau et la mer tout proches. Au bout d'un moment, Père ressortit de la maison avec la femme, des verres à la main. Il riait. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu Père aussi détendu et je me joignais à leur rire. À compter de ce jour, après le bureau, nous ne sommes plus allés au bar retrouver ses amis, mais chez Emma, à bicyclette. C'était son nom, Emma. Pas tante Emma ou Madame Intel, simplement Emma. Elle était petite et gracile, avec les lèvres toujours rouges vifs, l'air pâle et maladif, ce qui tenait peut-être au fait qu'elle portait ses cheveux bruns en un chignon serré, et que ses yeux ronds, couleur noisette, étaient toujours un peu voilés. Il n'y avait rien dans son regard. Ses manières, son langage corporel ne trahissaient rien. Elle n'était ni belle ni laide, elle n'avait rien de particulier. Quand j'y repense aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un avait passé un chiffon sur son visage et sur ses traits, et éteint ses yeux, comme on efface les restes de la dernière heure des cours sur le tableau noir. Mais elle était gentille avec moi. Elle ne lésinait pas sur les friandises et me laissait faire ce que je voulais, me promener à la guise dans le jardin, jouer avec le chien, et même regarder la télé, chose que notre mère nous interdisait. Pendant que je m'occupais seule, Père et Emma étaient dans la maison, dans une des pièces sombres au bout du couloir qui sentait le vieux. Et ils en ressortaient plus rudement l'un que l'autre. J'avais beau n'avoir que 6 ans, je me rendais bien compte que nous passions plus de temps chez Emma qu'à la maison et ça ne pouvait pas être normal, puisqu'on ne devait rien raconter à mère. Mais j'étais une enfant et j'étais heureuse, Père était heureux, cela devait être ok. Par un jour d'octobre humide et pluvieux, nous gravissions comme d'habitude la petite pente qui menait à la maison d'Emma, à bicyclette. Et nous la vîmes, debout, au portail, qui nous faisait signe. À côté d'elle, un garçon gringalé, aux oreilles décollées et au visage fermé. Ivo, mon fils. Ce fut ainsi qu'Emma me le présenta. Je sais que vous allez devenir amis. Ivo me fit un bref signe de la tête et disparut dans la maison. Le chien aboya et me suivit en remuant la queue. Je sentis un vent panique. Je pressentais déjà que les friandises, le jardin, la pension du chien même, la télé et les regards des adultes attendris de me voir si sage, tout cela était en danger. Désormais, j'aurais un rival. Et puis, je n'aimais pas les garçons, surtout ceux avec un regard sombre et les oreilles décollées. Dans les premiers temps, il ne m'adressa pas la parole et je me tins à l'écart, indécise. Je me cachais dans le jardin quand il était dans la maison, ou j'irais sans but à travers le salon obscur quand il jouait dehors avec le chien. Je m'ennuyais. Il avait réquisitionné la télé et le chien ne le lâchait plus d'une semaine. Bien sûr, il y avait encore les bonbons et ce genre de petites attentions.